Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 17 février. Les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est se sont réunis à Addis Abeba en marge du sommet de l'Union africaine. La situation sécuritaire à l'est de la RDC était au menu des échanges. À la une également, fin de l'opération d'enrôlement dans l'ère opérationnelle. Vous suivrez dans ce journal le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. À l'international, la Tanzanie prévoit des projets visant à stabiliser le courant électrique. Bonsoir à tous. Un invité dans ce journal, une invitée en l'occurrence. Il s'agit de Sylvie Maloukissa, directrice générale de Manitech. Avec elle, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. On vous retrouve tout à l'heure, mais d'abord l'information. Les présidents des États de la communauté d'Afrique de l'Est se sont rencontrés à Addis Abeba en Éthiopie. La question de la persistance de la guerre en RDC était au menu des échanges. L'Ouganda et le Sud-Soudan ont été représentés par leurs ministres. Mais bien que son pays n'est pas membre de la communauté d'Afrique de l'Est, le président angolais Joao Lourenço a pris part aux échanges en tant que médiateur de la crise congolaise dans le processus de Luanda. Suivez. La veille de l'Assemblée générale annuelle des chefs d'État de l'Union africaine, Addis Abeba abrite ce vendredi un important mini-sommet spécial consacré à la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit en fait d'un sommet de 8 chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est élargi à la République d'Angola. Ce format avait été décidé à l'issue du dernier sommet extraordinaire de la East African Community tenu à Bujumbura le 4 février dernier. Tous les 8 chefs d'État ont répondu présents, excepté le président Salva Kiir du Sud du Soudan et Yoweri Museveni de l'Ouganda représentés au niveau ministériel. 2 allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. D'abord, Joao Lourenço en sa qualité de médiateur désigné de l'Union africaine et puis Évariste Ndayishimiye, le président en exercice de la East African Community. Les 2 chefs d'État ont reconnu que la situation sur terrain est très préoccupante, mais ont proposé chacun un ordre de jour différent. Pour Joao Lourenço, les discussions doivent porter sur les cantonnements des troupes du M23 et son financement, tandis qu'Évariste Ndayishimiye, lui, a évoqué la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi et évaluation. Les vraies discussions se poursuivent encore à huis clos, ici dans la salle Julius Nyerere au siège de l'Union africaine, et le communiqué final de ce sommet est très attendu. D'Addis Abeba, Giscard Koussema. La CENCO a, dans un communiqué adressé au chef de l'État, proposé la mise en place d'un cadre national large en vue d'évaluer les accords et les alliances signés pour mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC. Les évêques constatent avec regret le retour en force de la rébellion du M23 et de ses parrains en 2023. Patience Lokeke et Enoch ici. Dans un mémorandum adressé au président de la République, la Conférence nationale épiscopale du Congo propose au chef de l'État la mise en place d'un cadre national large en vue d'évaluer les accords et les alliances signés pour mettre fin à l'insécurité dans l'est de la RDC. Cette mise en place constituerait, selon la CENCO, des pesanteurs dans les efforts pour sauver la partie en vue d'arrêter des nouvelles stratégies. Pour la CENCO, la proposition congolaise est prise entre la guerre d'influence et la bataille pour le contrôle de ses ressources naturelles. Face à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, la CENCO affirme que l'Église catholique est toujours disposée à accompagner le chef de l'État dans ses initiatives de paix en lui proposant des actions à mener. Par ailleurs, elle interpelle le chef de l'État sur la présence des troupes des communautés des États d'Afrique de l'Est pourrait être un plan de balkanisation du pays. Les évêques ont en outre demandé aux populations de l'Est de refuser l'occupation du pays et de ne pas collaborer avec les envahisseurs. Ces évêques constatent avec rigueur le retour en force des rébellions du M23 et ses parrains en 2023. C'est ce qui n'était pas le cas en 2013, affirme-t-il, et appelle les politiciens de bannir les conflits internes, mais plutôt de s'unir pour bouter dehors l'ennemi commun qui amène la guerre dans le pays.
Ces derniers ont recommandé au président de la République, en sa qualité de garant de l'unité nationale et commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, de s'impliquer davantage afin que les Congolais de l'Est intègrent la nation, mais également de retourner dans leur village et que tous les Congolais jouissent des richesses de leur pays. Je l'ai annoncé en titre, lors d'un point de presse jeudi dernier à Kinshasa, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. Selon Patricien Seya, la clôture de cette opération se fera au cas par cas, ce qui implique notamment que les centres d'inscription qui ont ouvert en retard vont récupérer les jours perdus, mais aussi les personnes qui auront le jeton à la clôture pourront revenir le lendemain pour se faire enrôler. Suivez cet extrait choisi par Voldy Kengi. Le point de presse de ce jour se tient pour deux raisons principales ci-après. La CENI lance ce jour, 16 février 2023, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la troisième et dernière ère opérationnelle. Nous sommes à la veille de la clôture de l'enrôlement dans l'ère opérationnelle 1, prévue ce 17 février 2023. Ceci dit, vous comprendrez que la communication de la CENI de ce jour va porter sur ces deux points essentiels, à savoir lancement de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3, clôture de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1. Conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027, rendu public le 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé ce 16 février 2023 les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les provinces et les pays pilotes de l'ère opérationnelle 3. Comme vous le savez, l'ère opérationnelle 3 comprend 7 provinces et 2 pays suivants: Bazuélé, Haut-Uélé, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo, ainsi que le Canada et les États-Unis d'Amérique. Total général pour l'AO 1. Nombre d'enrôlés à ce jour, 14 288 816, soit 76,43%. Hommes, 7 388 110. Femmes, 6 905 706. Procédure à la clôture définitive des centres d'inscription dans les provinces de l'AO 1. Mesdames et messieurs de la presse, au regard des exploits réalisés relatifs au nombre d'enrôlés qui avoisinent ses prévisions, la CENI est heureuse d'annoncer pour demain vendredi 17 février 2023 la fin de l'opération dans les 10 provinces constituant l'ère opérationnelle 1. À Beni, au Nord Kivu, la société civile appelle la MONUSCO à faciliter le déploiement de kits électoraux dans le secteur de Rwenzori. Elle dit constater le retard de lancement du processus d'enrôlement dans ce coin de la ville, alors que, programmé déjà pour jeudi 16 février, la société civile craint que cela n'impacte sur le calendrier d'enrôlement en général. Enoch Issei. La nouvelle société civile du secteur de Rwenzori sollicite l'intervention de la MONUSCO pour faciliter les déploiements des kits électoraux de la CENI dans ces secteurs du territoire des Béni Nord Kivu. Il faut que la MONUSCO, à travers le gouvernement, voit comment nous aider à déployer les machines comme la MONUSCO a fait de Kinshasa à Goma, de Goma à Béni. Il faut que ça se fasse partout pour faciliter la tâche à la CENI, a déclaré le coordonnateur de la nouvelle société civile de Rwenzori,
Meleki Moulala. En effet, l'identification et l'enrôlement des électeurs lancé jeudi 16 février par la Commission électorale nationale indépendante à Béni n'a pas eu lieu dans le secteur de Rwenzori, faute de kits électoraux qui ne sont toujours pas envoyés sur place. Meleki Moulala dit craindre que ces retards n'impactent sur les calendriers d'enrôlement des électeurs tels que prévus par la CENI. C'est une déception parce que tout le monde croyait que ça va commencer ce 16 février, mais tout le monde a constaté ici à Muntwanga, voire dans les secteurs de Rwenzori. Selon les rapports que nous avons reçus, il n'y a pas un centre qui a ouvert ses portes. Il n'y a même pas une machine qui est arrivée à Muntwanga dans le Rwenzori, bien qu'on ait lancé à Béni, mais nous on croyait que ça va se faire partout dans le territoire de Béni. On est vraiment dessus, on se pose des questions. Est-ce que ça sera possible demain ou après-demain? Et si ça sera demain ou après-demain, comment on va récupérer les 2 jours perdus? Pendant que la CENI a dit que ça va prendre 30 jours. C'est interrogé cet acteur de la société civile. Les responsables de la CENI dans le territoire de Béni rassurent de leur côté que des discussions ont été déjà entamées avec la MONUSCO à ce sujet. Du Nord Kivu, revenons à Kinshasa où le président de la République, Félix Tshisekedi, était jeudi l'invité d'honneur de la cérémonie annuelle d'échange de vœux de la Fédération des entreprises du Congo à Kinshasa. C'est la première fois qu'un chef de l'État prend part à cet événement qui marque son soutien au développement harmonieux et prospère du secteur privé et de l'entrepreneuriat en RDC. Suivez ce commentaire de Dieudonné Bonali. Avant de s'envoler pour Addis Abeba, capitale de l'Union africaine, afin de prendre part à un sommet spécial de la communauté des États d'Afrique de l'Est et la RDC, le président Félix Tshisekedi était le jeudi 16 février au quartier général du patronat privé congolais pour prendre part à la cérémonie de présentation des vœux 2023. Profitant de la présence de 7 hôtes de marque, le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, M. Albert Yuma Moulimbi, a demandé solennellement au chef de l'État d'accompagner l'épanouissement d'un secteur privé florissant dans les pays. Il a dit sans embâche: « Aidez-nous à vous aider, Monsieur le Président de la République. » Sans complaisance, le président de la FEC a étalé les difficultés auxquelles, selon lui, font face les entreprises privées en RDC. Fiscalité punitive, inflation de la réglementation, bureaucratie de l'administration publique, pour ne citer que celle-ci. La FEC reconnaît pour autant les efforts du gouvernement et elle salue la volonté du chef de l'État de réformer le climat des affaires. Elle demande toutefois plus de concertation en amont avant la mise en œuvre des décisions préjudiciables au secteur privé. En réponse au vœu de la FEC, le président de la République a, dans son discours, insisté sur le renforcement du dialogue public-privé qui doivent se considérer comme partenaires au développement de la nation et non comme des adversaires. Le chef de l'État a rappelé sa volonté de transformer le pays en diversifiant l'économie et en renforçant la synergie publique-privée pour mener à bien les réformes souhaitées de part et d'autre. La cellule du climat des affaires placée sous l'autorité directe du chef de l'État à la présidence est désormais l'interface désignée pour traiter les revendications du secteur privé. Pour clore son propos, le chef de l'État congolais a parlé de 4 axes majeurs pour un très bon climat des affaires: le renforcement de la sécurité judiciaire, les allègements fiscaux, l'accès facile au crédit et la simplification des procédures administratives. Enfin, le président de la République a annoncé la création d'un plan d'urgence du climat des affaires pour échanger et répondre aux doléances des entrepreneurs pour l'amélioration de l'environnement des affaires en République démocratique du Congo. Sylvie Manloukissa, on vient de suivre là l'élément sur l'entrepreneuriat et le secteur privé. Vous êtes dans le secteur privé. Merci d'abord de nous faire honneur de répondre à notre invitation. Mais vous êtes directrice générale de Manitech Congo. Dites-nous d'abord, c'est quoi Manitech? Vous êtes dans quelle filière et qu'est-ce que vous faites exactement? Merci de m'avoir invité. En fait, Manitech Congo est une société agro-industrielle. Nous faisons de la transformation alimentaire. Nous avons sur le marché 4 produits principalement, des confitures, de la pâte d'arachide, du piment en sauce et du miel. Aussi, nous travaillons beaucoup, nous sommes des scientifiques et donc nous travaillons beaucoup scientifiquement. Nous sommes science-based. Ça veut dire que tous nos produits sont passés par un processus
au laboratoire d'études approfondies avant de se transformer en un produit sur le marché. Et donc, de ce fait, nous avons plein d'autres produits qui sont en étude maintenant dans nos petites casseroles. Et par la grâce de Dieu, ils vont être dehors bientôt. Voilà, on comprend que c'est du sérieux, mais vous êtes là sur le marché depuis combien de temps? Ah, ça c'est une très très longue histoire. Manitech a été créé en 2013, mais c'est une longue histoire avant ça. Pour faire très court, en 2013, je concrétise un rêve d'enfant. Je crée la société, mais jusqu'en 2017, rien ne marche, ça n'avance pas, il n'y a rien du tout qui se passe. En 2018, on a un boom, ça marche. Okay, et ça, je préfère le dire, c'est grâce à la fondation Tony Lumelou que j'ai pu avoir la formation en entrepreneuriat et un fonds de démarrage de 5 000 $. Et Tony Lumelou, pour ceux qui ne savent pas, c'est le grand entrepreneur nigérian. Oui, c'est un Nigérian, entrepreneur, philanthrope, et il a cette fondation, la Tony Lumelou Foundation, qui chaque année donne des formations aux entrepreneurs et donne un fonds de démarrage de 5 000 $. Je lance un appel aux entrepreneurs en herbe. Le portail pour participer au même programme que moi est ouvert maintenant et il se ferme le 31 mars. Donc, cherchez la Fondation Tony Lumelou en ligne et inscrivez-vous. Voilà, vous aurez C'était une parenthèse. Voilà. Donc, voilà. Et en 2018, donc, je comprends ce qui manquait, comment on gère une entreprise et donc je transforme les choses. Mais comme la première société ne marchait pas du tout, on l'a carrément fermé, on avait fait faillite pour la énième fois, malgré qu'on connaissait maintenant, mais on a fait faillite. Donc on a compris pourquoi on a fait faillite et on a préféré fermer la société. Et là, boum, le Seigneur fait grâce, on trouve un peu d'argent. Et donc, on ouvre une deuxième société. Depuis 2019, nous avons ouvert maintenant Manitech Congo. Avant, c'était établissement Manitech. Okay. Beaucoup de gens n'ont pas vu, n'y ont vu que du feu. Voilà. En fait, les gens ont remarqué que nous avons changé de logo. Et au fait, en changeant le logo, on avait changé d'entreprise. Et là, maintenant, Manitech Congo, malgré les vents et les tempêtes, Manitech Congo tient bon la route. On est bel et bien là. On a monté une petite, jolie usine et ça marche. Voilà, ça commence à devenir une marque congolaise. Félicitations pour ça. Mais on vous a appelé aujourd'hui pour parler un peu de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'ici au pays, c'est un peu comme l'effet de mode. Les gens parlent d'entrepreneuriat, mais il y en a qui se sont lancés avec fortune diverse. Il y en a qui ont échoué, il y en a qui ont réussi. Mais lorsqu'on creuse un petit peu ce concept-là, les chevronnés comme vous, par exemple, vous nous dites qu'à côté de l'entrepreneuriat, il y a des préalables comme le concept d'éducation financière. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer en quoi consiste ce concept-là et comment est-ce que c'est le préalable pour se lancer en affaires? En fait, l'éducation financière, c'est le préalable pour une vie financière épanouie et ça, c'est pour tout le monde. Pour un foyer épanoui, il faut que chacun dans la famille sache comment utiliser l'argent. On épargne, on achète que ce dont on a besoin, on ne gaspille pas et on investit. Investir, ça peut être dans l'entrepreneuriat comme entrepreneur, mais ça peut être comme investisseur dans une société tierce dans laquelle on ne travaille pas et on attend juste que l'argent revienne. Soit dit en passant, les entrepreneurs généralement deviennent riches seulement si les investisseurs investissent. Donc la personne riche, en fait, c'est l'investisseur. Donc, les gens qui veulent être entrepreneurs pour être riches, vous êtes sur la mauvaise voie. Il faut plutôt prendre votre argent et investir dans le projet d'un entrepreneur. Parce que là, maintenant, c'est qui l'entrepreneur? C'est quelqu'un qui sait comment créer une entreprise en se basant sur un problème qu'il a trouvé dans la société, qu'il voudrait résoudre et gagner de l'argent. Et donc, cette personne a cette superbe idée, mais qui dit entreprise dit gestion financière. Donc, on revient encore sur l'éducation financière parce qu'il faut gérer les ressources de manière très efficace, d'autant plus que, on le sait tous, ce sont les bébés qui consomment plus d'argent que les plus grands. C'est la même chose avec les entreprises. Ils sont extrêmement fragiles comme des bébés. Une entreprise, quand elle est petite, elle est très fragile, surtout financièrement. Et elle consomme aussi beaucoup d'argent parce qu'elle n'en produit pas encore. Okay? Elle n'en produit pas encore, on doit tout faire pour elle, exactement comme on fait avec un bébé. Et c'est à ce moment surtout que la capacité d'une bonne gestion financière devient une compétence critique pour un entrepreneur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tombent un peu dedans
de fait, parce qu'on n'a rien à faire, parce qu'on a essayé de trouver du travail, on n'en trouve pas. J'ai une grande sœur qui dit toujours, il faut faire attention entre entrepreneuriat et rechercher juste des moyens de survie. C'est pas mauvais de rechercher des moyens de survie. Les moyens de survie, on fait des beignets au coin, on vend des tomates au coin, voilà. On survit, on a juste de quoi manger, payer peut-être le Minerval ou s'habiller, mais on ne crée pas de la valeur, on ne crée pas des richesses. On ne développe pas un système qui fonctionne le jour où vous êtes parti. Remarquez bien la maman des beignets, le jour où elle est partie, il n'y a pas de beignets au coin. Parce que maman est malade, oh, il n'y a pas de beignets. Mais une entreprise peut survivre sans son concepteur. C'est tout un système qui est mis en place. Et là, ça devient beaucoup plus une histoire de vision, ça devient beaucoup plus une histoire de mission, et on quitte la nécessité, on est plutôt dans le besoin de résoudre des vrais problèmes. Et notre pays en a beaucoup. Donc, bravo aux entrepreneurs qui affrontent. Voilà, bravo aux entrepreneurs qui affrontent. Je crois qu'en lisant l'histoire de beaucoup d'entrepreneurs, on comprend que la vie d'entrepreneur n'est pas forcément un long fleuve tranquille, comme on dit. Mais tout à l'heure, vous venez de nous dire que ceux qui veulent avoir de l'argent, l'entrepreneuriat, ce n'est pas le chemin pour eux. Alors qu'à la Cité, on nous a toujours dit que ceux qui veulent justement avoir de l'argent, il faut entreprendre. Mais comment expliquer cette petite contradiction? C'est parce que, effectivement, comme on n'a pas d'éducation financière, on ne comprend pas le concept de l'investissement. Pour beaucoup de gens, je veux être entrepreneur, ça veut dire je veux investir. Ce n'est pas la même chose. Un entrepreneur est un porteur d'idées. C'est pour ça qu'il court après les crédits, il court après les systèmes de financement. C'est parce que lui, il a une bonne idée et il est en train de chercher l'argent pour financer son idée. Et c'est qui a l'argent? L'investisseur. L'investisseur, il dit, OK, tu as une superbe idée, j'aime ton idée, je vais te donner l'argent pour ça, mais je dois gagner quelque chose après. Tu me donnes le bénéfice, ou tu me donnes la moitié de l'entreprise, ou tu me donnes, etc., etc. Il y a beaucoup de mécanismes qui se passent. Autrement dit, si je pouvais, si j'avais un peu d'argent, j'investirais dans la société de quelqu'un, et puis je resterais chez moi à me faire les ongles, pendant que mon argent est en train de tourner, et quelqu'un d'autre est en train de travailler pour que moi j'aie l'argent. Voilà, Sylvie Malukissa, nous vous gardons encore sur ce plateau. On poursuit avec ce journal. Le gouvernement entend augmenter la production de l'énergie électrique en RDC. C'est dans ce cadre qu'une délégation de consortium Lualaba Power est venue faire part au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze, de l'évolution du projet de construction de la centrale Nsilo 2 dans la province de Lualaba. Devant le ministre, ses conseillers et une délégation de la SNEL, Lualaba Power a fait le point sur ce projet intitulé Eshima. Suivez. C'est un projet qui entre dans la dynamique de la politique du gouvernement, à savoir résorber le déficit en énergie électrique qui pénalise autant les industriels que la population. Lualaba Power, qui a gagné l'appel d'offres il y a 2 ans, produira 200 MW à travers la centrale Nsilo 2, dont l'entrée en service est prévue début 2027. Mais ce délai devrait être écourté. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a demandé au consortium de ramener la mise en service en 2026 au regard des urgences. Un challenge pour Lualaba Power. Il est prévu de fournir l'énergie à la population au cours de l'année 2027. Mais avec la demande de son Excellence et compte tenu de l'urgence de besoin, son Excellence a exprimé le vœu de nous voir tout faire pour écourter cette durée et essayer de mettre le barrage en service en 2026. Ce que nous allons essayer de faire. Nous avons relevé le fait qu'il y a quand même assez de défis logistiques. L'IMAC, qui sera le constructeur, a déjà fait ce genre de travaux en moins de temps, mais il se trouve que le problème dans notre pays, il est lié aux défis logistiques. Mais MIS, qui a une configuration locale importante, est capable d'affronter ces genres de défis. Ce projet public-privé est chiffré à 470 millions de dollars américains avec un financement qui viendra des partenaires extérieurs. Une ligne de transmission sera également construite. Le courant électrique qui sera produit profitera tant aux industriels qu'à l'usage domestique. Selon Lualaba Power, 15 000 kWh seront réservés à la population. Lualaba Power affirme que son projet respecte les engagements vis-à-vis de la population et vis-à-vis de l'environnement, d'où le nom de Eshima, respect en swahili donné au projet.
Selon Gérard Tamboué, un des administrateurs de la Laba Power, il s'agit d'un projet innovant. Notre projet a l'avantage d'être un projet innovant qui tient compte de ce qu'on appelle aujourd'hui les mix énergétiques. Et donc, nous allons travailler en hydro, mais aussi avec la centrale solaire. Voilà, Sylvie Malukissa, nous vous retrouvons. Vous avez parlé tout à l'heure des concepts ou bien des préalables pour entreprendre. On a compris, et vous avez parlé aussi de Tony et Lumelou, on a compris qu'il faut peut-être des gens pour vous guider dans ce monde-là. C'est ce qu'on appelle les mentors, bien le mentorat. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a assez de structures pour accompagner ce qu'on appelle les incubateurs et puis les mentors? Et si vous pensez qu'il y a ces structures-là au Congo, vous allez nous dire, mais également, quels sont les rôles des mentors et des structures d'accompagnement pour la réussite d'un entrepreneur, par exemple? Pour un entrepreneur, c'est comme j'ai donné l'exemple d'un bébé tout à l'heure. Un entrepreneur, c'est comme un bébé qui commence une nouvelle entreprise. Il a besoin d'apprendre le langage. Si quelqu'un ne lui parle pas, un bébé ne va jamais parler. Si quelqu'un ne lui montre pas comment marcher, un bébé ne va jamais marcher. Et c'est comme ça que même les entrepreneurs fonctionnent. Ils ont besoin de voir des modèles. Ils ont besoin de voir. Je me rappelle quand j'étais très petit, dans les années 80, et que j'avais ce rêve d'avoir une usine, et tout le monde disait que j'étais folle. C'était juste parce qu'on n'avait pas vu une jeune femme issue d'un milieu simple qui a grandi à Kisangani et qui a créé une usine. Attends, c'était du genre... où est-ce qu'elle a eu ça comme idée? Où est-ce qu'elle a vu ça? C'était pas possible. Eh bien, c'est parce qu'on n'avait pas de modèle. Et un mentor, c'est non seulement un modèle pour un entrepreneur, mais c'est quand même quelqu'un qui aide l'entrepreneur à se développer, à pousser sa réflexion loin. Il fait le pas à pas à l'entrepreneur. Il ne lui mâche surtout pas le travail, parce qu'un entrepreneur doit faire son travail. Mais il lui montre le pas à pas. Okay? On avance comme ça. Là-bas, fais attention. Qu'est-ce que tu vois? Okay? Et c'est l'entrepreneur qui dit, là-bas, je vois telle chose. Tu as vu? C'est comme ça. Exactement. Maintenant, on a aussi des coachs qui sont très importants. Parce que le coach, lui, il est un peu plus proche. C'est pas le coach qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas ça. Il faut faire attention, il y a coach et coach. Hein. Okay. Mais je vous dis, un coach qui n'a pas une entreprise... Okay. Il y a coach et coach. Un coach qui n'a pas un diplôme de coach, ne fût-ce qu'un certificat de coach, il peut avoir. Okay? Parce que le coaching, c'est la personne qui va maintenant te faire... c'est comme le répétiteur à la maison. Okay. Okay? Ça, c'est le coach. C'est à peu près le même rôle. Il vient te faire la répétition à la maison pour s'assurer que tu es dans ton programme. Le mentor, comme j'ai dit, lui, il ouvre ton esprit. Il te montre, c'est beaucoup plus un modèle que tu admires et tout, et il te fait le pas à pas. Après, maintenant, on a les structures d'accompagnement. Et ça, c'est là où l'entrepreneuriat devient intéressant parce qu'il y a quelques années, dans notre pays, il n'y avait pas. Mais maintenant, il y en a beaucoup. Okay. Il n'y en a pas assez, malheureusement. Mais il y en a déjà beaucoup. C'est déjà ça. On a besoin d'un peu plus, à mon avis. On a des très grandes structures, comme le Silkin Village, comme Kobo Hub, comme... voilà, il y en a plein. Okay? On a le Pull-Up, qui est un de mes préférés parce que il s'occupe des femmes. Okay. Okay? Le pull-up, c'est un truc pour les femmes, c'est un incubateur pour les femmes, c'est magnifique. I love them. Et c'est un peu discriminatoire, mais bon. Non, parce que la vie d'une femme entrepreneur, c'est un peu plus compliqué que d'un homme entrepreneur. Prenez ça comme ça. Tout ce que les hommes entrepreneurs vivent, nous avons les mêmes problèmes, et puis vous rajoutez les problèmes des femmes au-dessus. Voilà. Donc je pense que si on peut aider une femme à alléger son fardeau même un peu, c'est déjà... Voilà, des incubateurs, il y en a selon vous de plus en plus. Mais est-ce que les mentors, pour se faire accompagner en tant que... Les mentors, par contre, c'est difficile. Vous savez, la relation mentor-mentee, dans le mentor étant l'ascendant et le mentee, le descendant, c'est une relation assez personnelle. Okay? Moi, les personnes que j'ai eues comme mentor, ça a été des relations comme... Yaya Naleki, okay. Comme maman et enfant. Okay? C'est comme la tantine du quartier qui t'aime beaucoup et qui t'apprend à faire des tresses. Donc voilà, c'est une relation assez fusionnelle. Et malheureusement, dans notre pays, nous n'avons pas trop, et ça c'est vraiment dommage, la culture de prendre quelqu'un et lui faire le pas à pas. Il faut savoir que le mentorat,
c'est une relation où il n'y a pas de paiement. Je ne payerai jamais mon mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui t'apprend le métier sans te demander de l'argent. Okay. Un coach, tu payes. Okay. Ah ben oui, il fait la répétition. Le répétiteur qui vient le soir pour donner A plus B, tu payes, non? Ouais. N'est-ce pas? Donc le coach, on le paye, mais le mentor, on ne paye pas. Et donc, c'est une relation où il y a de l'affection qui s'installe, parce que si je dois donner, les entrepreneurs, les boss et tout ça sont très, très occupés. Pour qu'ils te donnent 10 minutes, il faut qu'ils t'aiment un peu. Et donc, pour qu'ils te donnent 30 minutes de séance, il faut vraiment qu'ils t'aiment. Voilà. Voilà. Et donc, c'est un peu difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui... Mais ça existe. Hein. Moi, j'ai 3 mentors au moins. Donc, je confirme que ça existe. Est-ce que vous-même, vous êtes mentor de quelqu'un aussi? Non. Non, je dis toujours non, je ne suis pas mentor de quelqu'un parce que je suis le mentor de tous les entrepreneurs de la Fondation Tony Elumelu en RDC. Voilà, donc j'ai trop de mentis, donc je ne peux pas me focaliser sur quelqu'un. Voilà, donc on parle de l'entrepreneuriat, mais on parle beaucoup plus de la particularité de ce qui bloque les gens pour réussir en entrepreneuriat. Ah, oui. Et parmi ce qui bloque, nous constatons, nous en tant qu'observateurs, c'est qu'on peut appeler le goulot d'étranglement du poids de la fiscalité. Dans le poids de la fiscalité, vous qui êtes dans l'entrepreneuriat depuis une dizaine d'années, est-ce que vous ressentez ça comme un grand blocage? Oui, ouais. Mais tout à l'heure, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, tout à l'heure, on vient de suivre la FEC et puis on parle même de la fiscalité punitive. Oui, la fiscalité punitive. J'ai bien aimé ce mot-là. C'est vraiment comme si j'ai fait aucune bêtise, mais on m'a puni. En fait, le système, c'est qu'ils viennent et ils vous font ce qu'ils appellent un redressement. Et ils vous disent qu'il faut qu'ils fassent un redressement. Je dis, mais attends, on a été honnête. On a déclaré tous nos chiffres, mais honnêtement et fidèlement. Les opérateurs économiques, vous n'êtes pas très honnêtes avec les chiffres aussi, quelquefois. C'est ça qu'on dit, parce qu'on assume. Mais attends, quand quelqu'un, tu as été honnête une fois, 2 fois, et puis tu as été honnête et que normalement, honnêtement, tu as payé. Parce que vous savez, surtout pour les impôts, pour l'impôt qui est le plus compliqué, ils ont facilité la tâche, hein, il faut leur accorder ça. Ils nous permettent de payer... Petit à petit, je crois nous payons chaque mois ou chaque 3 mois, c'est mon fiscaliste et mon comptable qui s'en occupent. Et à la fin, ils font une balance avec les chiffres réels et vous payez seulement si il y a encore de l'argent que vous n'avez pas payé. Vous comprenez? Donc si petit à petit j'ai payé 700 et qu'au finish je devais payer 1000, je rajoute les 300. C'est facile, n'est-ce pas? Ça nous allège la tâche. Par contre, lorsque vous avez fait ça, ils reviennent quelque temps après et ils vous disent « Non, nous ne croyons pas que vous avez été honnête. Sur les 1000, vous devez ajouter 20 000. Wow. » C'est là que ça fait parfois des arrêts cardiaques aux gens. Moi, personnellement, j'ai eu une très, très mauvaise... Je vous promets, j'ai passé des moments très difficiles, beaucoup de gens savent. Et dans mon tourbillon, avec une entreprise qui était presque par terre et nous n'avions pas produit, et nous étions après l'année Covid, où nous étions tous fermés. Vous vous rappelez? Oui. Nous étions tous fermés. Moi, j'ai eu un cas de vol où on m'a dérobé tout ce que j'avais. Et puis, ils viennent et me disent que j'ai fait plus de $1 million. Je l'ai fait en dormant ou quoi? Donc voilà, c'est très, très compliqué de gérer ça. Et ça, c'est vraiment, pour certains, c'est tellement difficile qu'ils préfèrent même vivre dans l'illégalité. Et la clandestinité. Et la clandestinité, parce qu'ils ont peur de... Mais il y a une chose aussi que je sais, c'est que, moi je dis toujours, ce sont nos frères. Hein? On peut juste discuter avec eux, on leur montre les évidences. Il faut connaître sa fiscalité et connaître la loi. Okay? Et surtout, rester honnête. À la fin de la journée, restez honnête. C'est votre honnêteté qui va vous sauver. Parce que vous avez toutes les pièces comptables pour le prouver. Il y a la parafiscalité et puis il y a les autres fiscalités. Là, je vous promets que c'est une telle cacophonie que vous ne savez jamais ce que vous devez réellement payer. Personne ne sait vraiment ce qu'on doit réellement payer. Parfois, vous avez des taxes qui sont compliquées. Vous avez des taxes qui n'ont aucun sens. Mais ce que je veux dire surtout aux autorités, okay, qui nous regardent, je sais que vous n'allez pas m'aimer en 30 secondes. Je sais que vous n'allez pas m'aimer pour ce que je vais dire, mais s'il vous plaît, nous, les produits alimentaires locaux coûtent cher à cause de la fiscalité. Parce que nous sommes obligés de mettre le prix de la fiscalité. Et la conséquence, c'est que les gens préfèrent acheter ce qui est importé et donc nos entreprises sont condamnées à fermer. Pour le rêve du chef de l'État de voir les secteurs se diversifier, c'est compliqué.
essayons de revoir cette histoire de fiscalité. Restons dans ce qui est normal et logique et offrons à la population qui a faim dans un pays vert de la nourriture. C'est tout ce que moi je demande. C'est tout ce que je demande. Ce sera votre mot de la fin, Sylvie Malukissa, DG de l'entreprise Manitech Congo. On vous remercie d'avoir répondu positivement à notre invitation et puis on espère que ce ne sera pas la dernière fois. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Pour faire face à la flambée des prix de produits agroalimentaires, le Maroc a suspendu les exportations de certains légumes vers l'Afrique de l'Ouest. En 2022, l'inflation a atteint 6,6% dans le pays, avec un bond de 11% de l'indice des produits alimentaires. Selon le Haut Commissariat du Plan, l'Afrique de l'Ouest est le principal marché africain pour les produits agroalimentaires marocains, avec environ 54% des expéditions. Edouard Funda. Le Maroc n'exporte plus ses légumes vers l'Afrique de l'Ouest. Les tomates, oignons et pommes de terre sont désormais interdits à l'exportation du Maroc à destination du marché ouest-africain. La mesure, d'après le gouvernement marocain, vise à lutter contre l'envolée des prix des produits agroalimentaires, assurer la sécurité alimentaire et stabiliser le marché intérieur. L'agriculture marocaine est affectée par la sécheresse de 2022 et une nouvelle vague de froid en ce début d'année 2023. Une situation qui plombe considérablement les performances de plusieurs filières phares. La tomate connaît une flambée des prix sur les marchés intérieurs en raison de la baisse de l'offre locale liée aux vagues de froid qui touchent la région de Souss-Massa, principal bassin de production du pays. Le prix du kilogramme de tomates se situe actuellement entre 10 et 12 dirhams, soit le double du tarif de décembre 2022. En 2022, l'inflation a atteint 6,6% au Maroc, avec un bond de 11% de l'indice des produits alimentaires, contre 3,9% pour les produits non alimentaires, selon le Haut Commissariat au Plan. Notons que l'Afrique de l'Ouest est le principal marché africain pour les produits agroalimentaires marocains, avec 54% des expéditions. Les légumes représentent 5% des échanges entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Au cours de 4 prochaines années, la Tanzanie prévoit des projets visant à stabiliser le réseau électrique national et mettre fin aux coupures fréquentes. Les travaux nécessiteront un financement de plus de 4 milliards de shillings. Des accords totalisant 1900 milliards de shillings ont été signés. Edouard Funda. La Tanzanie entend améliorer son taux d'électrification. Le pays va entreprendre au cours des 4 prochaines années des travaux visant à stabiliser le réseau électrique national et à mettre fin aux coupures fréquentes. Pour ce faire, le pays dépensera un total de plus de 400 milliards de shillings pour moderniser les sous-stations et les lignes de transmission et stabiliser l'alimentation du réseau national. 40 accords gouvernementaux totalisant 1900 milliards de shillings ont été signés le 14 février 2023 dans le cadre de ce projet. De ces fonds, 1680 milliards de shillings seront alloués à la réalisation des réparations et d'entretien de l'infrastructure de la compagnie électrique nationale Tanzania Electric Supply Company Limited TANESCO dans le cadre de la première phase du projet qui sera exécutée sur 2 ans à compter de l'exercice en cours. Les 385 milliards de shillings restants seront mis en œuvre par l'intermédiaire de l'Agence de l'énergie rurale. En Tanzanie, l'électrification rurale fait face à un défi lié au coût élevé de l'équipement. Jusqu'ici, 9 467 des 12 345 villages du pays sont connectés selon l'Agence de l'énergie rurale. Alors que les prévisions indiquent une croissance annuelle de 11% de la demande d'électricité, l'objectif du gouvernement est de mettre fin aux pénuries et d'améliorer l'accès ainsi qu'à la distribution de l'électricité dans le pays. Le gouvernement promet ainsi d'atteindre tous les villages d'ici fin 2023. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. Les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est se sont réunis à Addis Abeba en marge du sommet de l'Union africaine. La situation sécuritaire en RDC a été au menu des échanges. À la une également, vous l'avez suivi, fin de l'opération d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 1. Vous avez suivi la rapporteure
de la CENI dans ce journal. Et puis, à l'international, la Tanzanie prévoit des projets visant à stabiliser le courant électrique. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.